Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à expliquer, à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue sans le savoir vers son ultime perfection. On construit, et on l'ignore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra quelques siècles encore d'évolution, mais la plus grande partie de cette aventure vers cet état de perfection a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette entité que nous appelons l'humanité. Et, eh bien, voilà, on peut mesurer le chemin qui a été réalisé jusqu'à présent. Et à mon sens, on touche pas loin du but. Il faut quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. C'est pas 10 siècles pour son évolution, c'est rien du tout. Il y a 10 siècles en arrière, voilà, on peut mesurer où on en était, ou 20 siècles en arrière, les débuts du christianisme, 30 siècles en arrière, etc., les grandes civilisations égyptiennes, etc. Donc, on voit le chemin qui a été parcouru. Alors, il est un peu difficile à distinguer ce chemin, au moins l'orientation de ce chemin, simplement parce qu'il y a la présence de ce que nous appelons le mal, qui va faire régresser parfois l'humanité. Dans le mal, il y a la guerre, évidemment, et la guerre, elle suit les progrès techniques de l'humanité, donc elle devient de plus en plus destructrice, de plus en plus dangereuse, etc. Et en même temps, les êtres humains maintiennent toujours une sorte d'équilibre, malgré même dans le déséquilibre. On passe toujours très proche des choses qui peuvent déraper complètement, comme le problème de la baie des cochons ou ce qui se passe actuellement en Ukraine. On voit bien qu'on est sur la corde raide et on dirait que l'humanité, au moins les dominants de l'humanité, parce que les guerres, elles sont engendrées par les dominants, ce n'est pas les peuples qui réclament les guerres, puisque c'est les premières victimes des guerres en réalité. Donc voilà, c'est les dominants qui s'organisent avec les médias pour pouvoir faire admettre la guerre à leur population. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme le peuple est gentil, bon, naïf, en fait, il se laisse manipuler, il est très très facilement manipulable. L'être humain fonctionne beaucoup par mimétisme, et donc il, il, les dominants connaissent tous ces mécanismes pour pouvoir utiliser la naïveté du peuple à son service. Mais ça devient de plus en plus difficile. L'être humain, le niveau de conscience monte dans l'humanité, même si on maintient quand même un niveau de naïveté. Le système maintient un niveau de naïveté pour pouvoir vendre ses produits, son Coca-Cola, ses trucs, etc. Même des directeurs de chaînes de télévision l'ont confirmé. Mais en même temps, et puis le système, par exemple, quand il a affaire à un niveau de conscience qui s'élève, par exemple là, le néolibéralisme, le marché depuis les années 80, eh bien, ce qu'il a mis en place, c'est du stress, en fait. Il stresse les peuples, surtout en Occident, mais il nous stresse avec euh,
par le travail, par les médias, par la peur, etc. Et donc, à travers ce stress, il peut dominer l'ensemble de notre pensée. Il nous empêche de penser à pourquoi nous sommes là, quel est le sens de l'humanité, de s'intéresser spirituellement à notre présence au monde. Donc on traverse depuis, on pourrait dire depuis les années 80, ça va faire 40 ans, les êtres humains traversent cette période au pas de course en Occident. On nous fait courir, on nous dit il faut travailler, profiter, jouir, travailler, etc., consommer. Et donc ils nous prennent la tête en réalité. Et c'est le principe de la perversion narcissique. La perversion narcissique va prendre la tête de sa victime pour l'empêcher de réaliser ce qu'il est en train de subir, qu'il est en train d'être vampirisé, en somme. Et donc, il lui faut du temps pour comprendre cette chose-là. Et le marché est complètement sur ce mécanisme de la perversion narcissique. Mais c'est un autre sujet. Voilà, donc l'humanité va vers sa perfection, selon la théorie que je défends. Cette perfection, c'est une perfection technique, évidemment, mais il y a une partie technique, mais la partie technique, elle sert à la partie spirituelle de s'affirmer. La partie technique, c'est la fin de l'homme loup pour l'homme, c'est le 100% écologique, une humanité qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, sur les autres espèces, sur lui-même. Donc l'homme entièrement qui a soigné toutes ces pathologies, une humanité totalement universelle, donc qui est où il n'y a plus de frontières, où l'humanité appartient d'abord avant tout à l'humanité. Son premier sentiment, c'est d'appartenir à l'humanité, ça sera ça à mon sens. Après, les appartenances particulières, spirituelles, les appartenances régionales, etc., toutes ces autres appartenances, elles seront folkloriques en somme. Ça sera pas, on ne fera pas de nos différences l'objet d'un différent, en fait. Voilà, on fera de nos différences, c'est comme dans le monde où quand c'est les folklores qui se rejoignent, voilà, on fait venir des folklores de tous les pays, et puis c'est la fête, quoi. Voilà. Alors donc ça sera ce qui s'imposera au niveau universel. Alors il y aura plus, c'est la fin de l'argent, la mise en commun de tout, le fait que tout devienne patrimoine universel, patrimoine de l'humanité, y compris les êtres humains. Donc l'humain sera défendu, sera protégé comme on protège une œuvre d'art. Et d'ailleurs, c'est complètement aberrant de ne pas le faire, quoi, quand on y réfléchit. Parce que la construction d'un être humain, la sophistication d'un être vivant, c'est quelque chose d'inouï. On peut, même une œuvre d'art ne peut pas rivaliser avec la construction d'un être humain. Et pour l'instant, on ne voit pas la beauté qu'il y a derrière l'être humain vivant, cette chose-là. Donc tout ça, ça va monter à la conscience, ça prendra les choses, et en fait, c'est pour pouvoir exprimer, atteindre la sérénité, l'extase, la sagesse, l'éveil, peu importe comment on appelle ça, le nirvana, mais en fait c'est ça l'apothéose de la perfection de l'humanité qui se profile dans quelques siècles. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des audios que j'écoute de temps en temps. Et là, c'est les chemins de la philosophie qui proposaient une réflexion autour de Saint-Augustin. C'est l'épisode 1 des confessions de Saint-Augustin. Donc je lance, je découvre en même temps et puis je commente éventuellement. Voilà, j'en profite pour éclairer ma théorie à partir de ces... Et je critique un peu ce que j'écoute, enfin je critique.
j'ai pas de capacité, de qualité universitaire. C'est vraiment une philosophie intuitive. Donc voilà, ça a d'intérêt que la créativité qui en ressort et le côté un peu atypique de cette pensée. Voilà, il faut le prendre comme Elle ça. a affaire au temps. Et comment se maintenir le même à travers le temps alors qu'on change sans cesse. Il n'y a pas d'immuable. Et puis la deuxième question, c'est que toute identité est comparative. Je me compare aux autres. Et donc, la réponse à la question qui suis-je, je la cherche aussi dans le regard des autres, dans l'opinion des autres. C'est ce qu'on appelle la renommée. Et vous avez des gens qui n'existent que dans la renommée, dans l'image que les autres vous renvoient tout de même. Or, ce rapport... Ça, c'est vraiment important, parce que c'est exactement des gens qui n'existent que dans le regard des autres, de ce qu'ils voient. Donc, ils cherchent la renommée pour exister en réalité. Et c'est là où ceux qui passent à la télévision et qu'on bade, etc., qui demandent à avoir une rangée de fans, etc., en réalité, ils viennent se soigner dans les médias, ils viennent soigner leur narcissisme, leur brisure, le fait d'être vu par l'extérieur, d'être vu de façon... d'être vu par la carapace, mais pas par leur intériorité. Et donc, ils viennent se soigner à la télévision. C'est eux qui devraient payer. On ne devrait pas. Il n'y a aucune raison qu'ils deviennent milliardaires ou millionnaires en passant à la télévision, en venant se soigner, de soigner leur pathologie en réalité. Et ça correspond bien à l'état est un rapport périlleux, parce que il faut que je me justifie d'être moi et pas l'autre, alors que c'est l'autre qui, en quelque sorte, dit qui je suis. D'où alors l'effort pour trouver en soi-même le principe de sa propre différence, préserver sa différence. Et puis, je crois qu'il y a une troisième source de difficulté, c'est le rôle de l'imagination de manipuler. Et donc, les commémorations, tous ces actes de consécration de l'identité sont en même temps une source de grand péril parce qu'on va, en quelque sorte, figer dans un rituel. On va ritualiser et sacraliser, en quelque sorte, sa propre identité face aux autres. Bien sûr. Alors que, sur la mécanique universelle, je démontre à quel point tout ça est vain. Le mendiant au coin d'une rue travaille autant pour l'humanité, mais de façon absolument égale avec le sociologue qui va écrire un livre sur la mendicité, sur les SDF. Il travaille de la même manière, sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit les hommages de la société, alors que le mendiant, par sa souffrance, travaille l'humanité. Chaque être humain qui le croisent sont obligés de prendre une position, de voir quelque chose en eux-mêmes. Ils travaillent leur âme, ils travaillent leur intériorité. Voilà ceux qui vont être dans la barrière ou dans une éducation particulière, qui vont faire il n'a qu'à travailler, c'est bien fait pour lui, etc. Puis celui qui va faire l'effort d'aller s'arrêter, d'aller discuter, de voir l'humain qu'il y a derrière, ceux qui vont comprendre à quel point il faut du courage et de la force pour vivre une vie à la merci des autres dans la rue, que c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde protégé, qui sont bien supérieurs dans ce sens-là au niveau de ce qu'ils doivent vivre dans leur existence par rapport au chef de l'État, par exemple. Ça n'a rien à voir. Il y a voilà. Donc, tout est... Ils ont frelaté ce genre de choses, ceux qui se mettent là en disant « Regardez comment je suis beau ». Ça, c'est le principe du néolibéralisme, de ce monde actuel qui dit « Voilà, les dominants, les oligarques, le système comme ça, regardez ce que je suis, regardez ce que... voilà, le star system, ce mécanisme-là qui nous fait croire qu'on doit leur ressembler, en fait, alors que démocratiquement, s'ils avaient compris la logique de la démocratie, c'est eux qui devraient
essayer de ressembler au peuple, qui est souverain. Le peuple est souverain, c'est pas pour rien qu'on va vers la démocratie, c'est pas pour aller vers l'aristocratie. L'aristocratie, c'est d'où nous venons. Les aristocrates, ils allaient à l'église, ils rentraient les premiers, ils étaient bien habillés, tout le monde les badait, etc. Ils avaient une place derrière le prêtre, à la vue de tout le monde, etc. Mais ça, si on est passé de l'aristocratie à la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est parce que les valeurs du peuple sont par essence supérieures aux valeurs de l'élite. Et donc, l'élite a intérêt. Alors, on a besoin de l'élite. L'élite est fondamentale pour faire évoluer l'humanité. Leur qualité est très importante, mais ils doivent se hisser en tête de gondole pour appliquer les valeurs du peuple, pour faire le plaisir du peuple en réalité. C'est ça le rôle de l'élite. Et là, depuis le néolibéralisme, depuis les années 80, ils ont inversé cette mécanique et ils disent, regardez, il faut nous imiter. Et d'ailleurs, le peuple, par voilà, les Mercedes-Benz, les rappeurs des années 80 quelques, ils voulaient imiter, en fait, ils caricaturaient cette élite qui disait « regardez-nous ». Et donc, le peuple regardait ces caricatures avec des bagousses, des trucs, des nanas, bon bref. Quand ça sera bien analysé, cette chose-là, on verra à quel point on a été embourbé par l'élite. La douleur que j'en ressentis enténébra mon cœur. Tout ce que je voyais n'était que mort. La patrie m'était un supplice. La maison paternelle, un lieu d'étrange infortune. Tout ce que j'avais mis en commun avec lui, sans lui, se changeait en un cruel tourment. Mes yeux le demandaient partout, et il leur était refusé. Tout m'était odieux, car tout était vide de lui, et rien ne pouvait plus me dire « voilà qu'il va venir », comme de son vivant, quand il s'absentait. J'étais devenu pour moi-même un grand problème. Je demandais à mon âme pourquoi elle était triste et me troublait si fort, et elle ne savait rien me répondre. Et si je lui disais « espère en Dieu », elle ne m'obéissait pas, et avec raison, parce qu'il était meilleur et plus réel, l'ami très cher qu'elle avait perdu, que le fantôme en qui je la pressais de mettre son espoir. Les larmes seules m'étaient douces, et elles avaient succédé à mon ami dans les délices de mon cœur. J'étais malheureux, malheureuse et toute âme enchaînée par l'amour des choses mortelles. Elle est déchirée lorsqu'elle les perd, et c'est alors qu'elle sent sa misère, dont elle souffre avant même de les avoir perdues. Isabelle Bauchet, on vient d'entendre un extrait du livre 4. Alors là, Saint-Augustin est beaucoup moins coquin que dans le livre 3, puisque là, il fait part de la mort. Ces termes sont... bon, bref. D'un ami qui le dévaste. Vous avez à plusieurs reprises, Isabelle Bauchet, évoqué ce rapport de soi, de Saint-Augustin avec les autres. C'est un être de relation, que ce soit avec lui-même quand il se distancie de lui-même, avec les autres ou avec Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui revient dans l'archive de Paul Ricoeur qu'on a entendu. Paul Ricoeur, donc une archive de 1997 qui nous parle de la fragilité de l'identité, l'impossibilité de répondre à cette question « qui suis-je ?» Et effectivement, parce qu'on doit toujours en fait se définir par rapport aux autres, on pourrait se poser la question à ce moment-là de la visée des confessions. En fait, à qui s'adresse Saint-Augustin ? Il parle des autres, mais est-ce aux autres qu'il s'adresse ? Est-ce qu'il veut se montrer comme un exemple pour les autres ? Alors effectivement, il ne parle pas seulement à Dieu dans les confessions, il parle aussi aux autres. Et Augustin l'explique très très clairement au début du livre 10, précisément puisqu'il était face à cette demande des gens qui voulaient la suite de son récit. Et en fait, s'il parle aux autres, c'est en quelque sorte pour leur ouvrir
enfin pour donner une sorte de témoignage, pour leur dire, leur faire part de son expérience et leur dire, mais d'une certaine façon, vous pouvez faire la même expérience que moi. Donc c'est pas tellement un modèle, c'est plutôt parce que son existence n'est pas comme tel un modèle, mais c'est plutôt une sorte d'itinéraire qu'il leur ouvre en disant, cet itinéraire, vous pouvez le prendre à votre manière. Voilà, en fait, et c'est là où c'est la beauté du philosophe, et c'est le sens du philosophe, de chaque être humain, c'est de parler pour les autres. Et d'ailleurs, le peuple sait tout à fait faire ça. Je préviens les gens pour pas qu'ils fassent la même chose, etc. On voit bien que c'est l'inverse de l'égoïsme, en fait. C'est le côté fraternel. Voilà, on travaille. Il écrit ce livre pour éveiller ses semblables à ce qu'il a. Il a découvert quelque chose et en fait, il veut le donner à l'humanité pour qu'elle en fasse quelque chose. Mais c'est le principe de n'importe quel artiste, par exemple. Il fait une œuvre d'art, mais c'est pour l'humanité, c'est pour les gens, mais c'est valable pour le gars qui ramasse les poubelles, il le fait, il est conscient de ce qu'il fait pour la société, en fait. Voilà, et ça, c'est d'ailleurs, chaque être humain devrait avoir la possibilité d'être conscient de ce qu'il a fait pour la société. Donc, c'est un crime de faire travailler des gens sans qu'ils comprennent ce qu'ils font, sans qu'ils aient conscience du résultat de leur travail pour la société. C'est un véritable crime en réalité, parce que c'est toute une vie, c'est une vie le travail, c'est un tiers de notre existence. Et donc, c'est la première chose qu'on devrait pouvoir offrir. C'est ce qui se passait avant de rentrer dans cette mécanique aussi forte. L'homme savait que celui qui faisait les sabots, il savait qu'il travaillait pour le village, pour les gens du village qui avaient besoin de ces choses-là, l'autre, etc. Chacun avait conscience de sa place et de son rôle dans la société. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec votre site, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et voilà. Et puis je vous remercie de votre bienveillance et de votre présence que je ressens, même si elle ne se manifeste pas, je la ressens. Merci beaucoup.